Je vais mettre un petit tweet. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes muté normalement. Juste à gauche, le micro. Tu m'entends là? Ouais, je vous entends bien, ça va. Magnifique. Vous allez bien? Ça va nickel, hein, merci. Et toi? Ça va, ça va. Ouais, ben ça va. Écoutez, je suis déjà très très content de vous recevoir déjà parce que bah, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui a travaillé au Standard et qui a une mentalité Standard qui aime le club parce que je suppose si vous êtes passé 3 fois, c'est que vous aimez quand même le club. Affirmatif. Affirmatif. Je vais poser une première question. Quel est votre rapport avec le Standard quand vous étiez encore pas encore dans le monde professionnel? Est-ce que c'était un supporter? Est-ce que vous regardiez le club de loin ou... Ben, faut savoir que je suis né dans une culture anglophone, parce que mes deux parents sont anglais. Euh, et donc on est arrivé en Belgique et en fait, ben, quand on a commencé le foot en étant très petit, ben, un peu comme tout le monde, c'était le Standard Anderlecht. Euh, Ouais. et pour ma part, ben, la plupart de mes potes étaient pour le Standard, donc j'ai commencé à être allez, un pseudo supporter du Standard quand j'étais très très petit. Et puis ensuite, Saint-Tron est venu me chercher en tant que joueur. Donc j'ai été supporter entre guillemets de Saint-Tron une bonne partie de ma vie parce que ben, je jouais pour le club. Ok. Mais quand on a eu mon frère, enfin mes frères et moi, 16-17 ans et qu'on était en âge de pouvoir conduire et se déplacer nous-mêmes, on a pris un abonnement au Standard à l'époque de Ron Jans, la saison Ok, oui. de Ron Jans. Donc, ouais, en quelque sorte, j'ai toujours eu un lien très concret et très précieux avec le Standard. Ouais. Ouais, parce que c'est un peu différent, parce que souvent, quand on écoute les gens, c'est souvent un rapport avec le foot qui vient du papa ou du grand-père, etc. Donc là, c'est vraiment une identité qui a été faite de vous-même avec des amis, etc. Qui s'est dit, ben, enfin, quand vous êtes arrivé en Belgique, c'est plus le standard enfin, l'identité du standard qui a été un peu plus le proche de vos valeurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que Ok. les valeurs du Standard collent un peu à ouais, à qui je suis comme personne et à quoi je me réfère quand je parle de foot. Donc, non, clairement. Et ici, on a appris bah, il y a eu, c'était la fin de la collaboration avec le Standard. Quand vous l'avez appris, enfin, je sais pas si vous pouvez y répondre, mais vous y attendiez ou... Ben, je m'y attendais dans le sens où c'était un accord commun, en fait. Il y a pas eu Ok. de licenciement, il n'y a pas eu de grandes disputes ou quoi que ce soit. Euh, à savoir que je suis revenu au Standard en octobre dernier euh, avec bah, Alex Grosjean et Bruno Velanzi. Ok. Euh, et l'ambition était vraiment de m'inscrire sur le long terme au Standard parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis plusieurs années. Euh, et puis bah, malheureusement les choses ont changé, le club a été vendu, le, le projet personnel pour moi a un peu été modifié. Mhm. Alors oui, c'est vrai on m'avait proposé de reprendre les U23 en D1B. Euh, et simplement, de façon assez égoïste, j'ai choisi pour ma carrière à moi de ne pas le faire. Tout simplement parce que j'ai toujours dit que je me lancerais comme T1 et comme entraîneur principal euh, quand je sentais que le bon moment était venu et que j'étais dans le bon environnement avec les bonnes personnes et que allez, entre guillemets, j'allais pas me péter la gueule dans un mur. Mhm. Et je sentais pas que le moment était encore venu. Je sentais pas que c'était cette opportunité-ci qui était faite pour moi. Et j'y ai vraiment beaucoup réfléchi parce que c'est vrai que c'était une belle opportunité. Euh, et donc, de façon ouais, égoïste, j'ai communiqué ça au club. Et, euh, et le club a été très ouvert à ça. Et puis le groupe pro ben, avait reformé un staff et avait mis des personnes en place. Donc voilà, mon aventure au Standard s'est un peu écourtée de cette façon-là. Me dire que je m'y attendais, oui, parce que c'était vraiment d'un accord commun avec le club. Et je suis parti en mauvais termes avec personne. J'ai remercié tout le monde et on m'a remercié aussi. Et puis
Et puis voilà, la vie continue. Ouais, parce qu'on l'a vu quand vous avez publié votre tweet, parce que vous êtes sur Twitter depuis pas très longtemps, si je me trompe pas. Ouais. Euh, il y avait beaucoup de joueurs qui vous remerciaient, etc. Et je suppose que c'est un peu ça le rôle aussi d'un T2, d'être le relais entre le T1 et les joueurs et avoir une relation un peu plus de confiance avec les joueurs. Si je me trompe pas, c'est pas non plus la même chose que enfin, c'est pas être le T1, mais plus le T2, c'est un peu celui qui a réglé les soucis, mais qui est un peu plus proche des joueurs, non? Ouais, d'office, et forcément de par la position. Mais je dois dire que j'ai toujours été très proche des joueurs, que je sois, allez, je prends l'exemple de quand j'étais T1 au Berscott ou T1 au Mhm. Lierse. J'ai toujours été très proche des joueurs, de plus de par mon âge, parce que je n'ai que 29 ans, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, et c'est la même génération que moi, en quelque sorte. On parle la même langue, on a la même vie sociale, on a les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est assez facile de s'accrocher à ces joueurs-là. Et puis, c'est surtout, je trouve que c'est important. On reste des êtres humains et les joueurs, c'est des êtres humains aussi. Euh, et je suis là pour faire évoluer les joueurs, oui. Euh, mais les joueurs sont conscients que je peux les aider aussi. Donc j'arrive à créer un lien qui est assez intéressant avec les joueurs et un rapport de confiance où on s'aide enfin, mutuellement et on se pousse à être meilleur tous les jours. Euh, Mhm. mais c'est vrai que la fonction d'un T2 est assez floue, où personne ne la connaît vraiment parce que ça dépend de chaque coach en fait. C'est Euh, ça. et je vais prendre l'exemple ici à Reims. Oscar Garcia, c'est un très très bon entraîneur, mais c'est plus quelqu'un qui est, allez, manager à l'anglaise. Donc toutes les séances d'entraînement ici, ben, c'est moi qui les prends, c'est moi qui les donne. Et lui a un rôle un peu plus de superviseur. Tandis qu'avec Lucas Elchner, par exemple, au Standard, il était très proactif dans tout. Il aimait bien donner les séances, il aimait bien créer les séances, il aimait bien être sur le devant de la scène, pardon, ce qui est tout à fait logique en Mhm. tant que B1. Donc ça varie vraiment de coach en coach. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec pas mal de coachs. Donc c'est vraiment un rôle assez varié, mais c'est vrai que la proximité avec les joueurs, elle est importante. Ok. Donc, j'avais eu une autre petite question sur le Twitter. Comme j'avais expliqué, vous êtes, comme on le sait tous, vous êtes passé 3 fois au Standard, donc 2 fois en tant qu'analyste vidéo, si je m'abuse, et Ouais, une fois en tant que T2. ouais. Est-ce qu'il y a, pas comment enfin, pas votre moment préféré, mais lequel des trois passages a été le plus ouais, si, ouais, ouais, votre préféré au niveau feeling pas avec les joueurs, mais feeling avec la saison, comment vous êtes senti le mieux, quoi? Bah, S'il y en a vraiment une. très facilement, le premier passage en 2015-2016, je pense, où on a remporté la Coupe de Belgique Retour de Belgique. contre Bruges. Parce que le club, bah, Bruno venait de reprendre le club, il y avait une dynamique qui se mettait en place. Euh, il y avait un groupe de joueurs qui était très très cohérent et très costaud. Euh, et j'avais aussi une grosse responsabilité que Yannick Ferreira m'avait donnée. Alors oui, oui, j'étais analyste et oui, j'étais, allez, responsable de l'analyse du jeu de l'adversaire, mais j'étais aussi sur le terrain avec lui Mmh. et en contact bah, quotidien avec les entraînements, avec les joueurs, avec tout ce qui se passait autour. Donc, non, allez, facilement et forcément, quand tu gagnes des trucs, bah, c'est facile de répondre ça, mais le premier passage où on gagne la Coupe de Belgique, c'était quelque chose. Ouais. OK, mmh, vu que vous avez vu excusez-moi, vu que vous avez été à Reims, au Berscott, au Lierse, au Standard, est-ce que travailler au Standard, c'est, quelque chose, de pesant à cause des responsabilités ou justement les responsabilités font qu'on est, très concerné et qu'on a envie de tout donner? Ou est-ce que ça change pas vraiment des autres clubs? Non, si, ça change forcément parce que, allez, le Standard a une ampleur beaucoup plus importante que pas mal de clubs en Belgique ou même en Europe. Euh, mais c'est surtout allez, par le bien de vouloir bien faire. Et quand tu signes au Standard, tu sais que ben, il a attendu de toi que tu fasses des résultats, il a attendu de toi que tu sois performant, il a attendu de toi
allez, vulgairement dit, que tu mouilles le maillot et que tu représentes quelque chose pour les supporters. Donc d'office, en signant dans un grand club, tu sais qu'il va vraiment falloir donner le meilleur de toi-même pour que les gens t'apprécient ou ne fût-ce que te respectent. Mais pesant, non, c'est pesant, et même c'est pas le bon terme quand les résultats ne sont pas bons. Mhm. Mais je trouve ça plus frustrant qu'autre chose parce que allez, je me creuse les ménages pendant des heures et des jours et des semaines à essayer de trouver des solutions, à essayer de faire avancer les choses. Donc oui, quand les résultats sont pas là, c'est difficile. Euh, mais c'est plus allez, je pense, de par mon envie de bien faire, de par mon attachement au club même, Ok. parce que je sais, allez, ce qui est attendu de moi, est ce que les supporters attendent. Euh, mais pesant, non, c'est juste l'envie de bien faire, je pense. Et c'est donc une pression aussi supplémentaire d'être un peu supporter du club ou pas vraiment? Ou justement c'est une, comme vous dites, une motivation supplémentaire pour encore mieux réussir? Ouais, voilà, je dis supporter, c'est un grand mot. J'ai beaucoup de respect pour le Standard et Mhm. allez, les valeurs me sont très chères. Mais c'est juste, je le dis, cette envie de bien faire et de vouloir rendre, entre guillemets, ce que les gens te donnent. Parce que ne fût-ce que quand tu sors à l'échauffement à Sclessin et que tu as cette ambiance, que tu as la musique, que tu as l'odeur qu'il y a dans le stade, que tu as les gens qui t'appellent, ça te fait quelque chose. Et n'importe qui te le dira, c'est quelque chose de très particulier de jouer à Sclessin. Et en plus, en ayant le maillot ou le training du Standard sur toi. Mhm. Euh, et je le dis, c'est indescriptible. Tu peux pas mettre des mots sur ce que ça représente. Mais pour moi, c'était une fierté. Et comme tu dis, c'était l'envie de bien faire, et de rendre quelque chose aux supporters et aux gens qui t'ont fait confiance en t'engageant pour le club. OK. Ici, bah, du coup, on va un peu plus parler de la saison qui vient de venir parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, on va dire. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué au Standard cette année pour réussir ses objectifs? Ou même le top, enfin les playoffs 2? Est-ce que vous, de l'intérieur, vous avez senti quelque chose qui de votre ressenti, hein, pas, Euh, Bah, de la régularité, je pense. Mais ça, c'est facile à dire quand les résultats sont pas là. Euh, mais aussi peut-être un environnement et un cadre de travail qui nous aurait permis de vraiment pousser et faire des résultats corrects. Enfin, c'est plus un secret, le club était en vente, ouais, c'est ça. il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient, allez, on parlait souvent de ça dans la presse, et tu peux dire en tant que coach ou en tant que joueur que tu passes à côté de ça et que c'est pas important, mais ça déteint quand même sur ce que tu es en train de faire. Et inconsciemment, tu le sens et tu le vois et tu ressens qu'il y a quelque chose qui change ou il y a quelque chose qui est pas tout à fait en place. Euh, et je pense que la saison, la saison passée, peu importe les joueurs qu'il y avait ou peu importe l'entraîneur qui a pu y passer, ça allait être compliqué quoi qu'il arrive. Juste de par là où le club en était dans sa situation propre et ce qui se passait autour et dans le club. Donc, allez, pas pour rejeter la responsabilité ou quoi que ce soit, parce que forcément, on aurait pu être beaucoup plus régulier dans ce qu'on faisait. Par exemple, dans les choix de l'équipe, dans les choix du système qu'on mettait en place. Mais c'est difficile de rester régulier quand je le dis, les résultats sont pas là. Donc, tu as tendance à changer, tu as tendance à vouloir essayer de corriger le tir. Mais c'est vrai qu'on a peut-être manqué d'un brin de régularité. OK, mais c'est ça, parce que quand vous parlez un peu, les investisseurs, et cetera, donc que c'était un peu en vente, heu, est-ce que vous, de votre point de vue, ça a aussi joué sur les joueurs qui étaient un peu moins concernés par la chose? Ou c'était vraiment, enfin, un truc global qui faisait que, bah, personne n'était vraiment à l'aise dans cette situation-là? Non, je pense que c'est vraiment un scénario global et
un ressenti que t'as beau essayer de dire que tu négliges et qui n'est pas présent, mais qui est quand même là. Mhm. Euh, mais par contre, dire que les joueurs sont moins concernés, non, parce que suffisait de regarder les entraînements, et c'était ça qui était parfois le plus énervant, c'est que la qualité à l'entraînement, elle y était, elle était vraiment intéressante par moment. Euh, mais donc, ouais, c'était pas un manque d'implication ou un manque de volonté de la part des joueurs, du staff. C'était juste le contexte, la situation, ouais, le ressenti qu'il y avait autour du projet qui était pas en adéquation avec ce que les gens attendaient. Ouais, ok, ouais. En fait, est-ce que vous pensez que les supporters en ont peut-être un peu trop attendu et ça vous a un peu desservi dans la façon de pas de préparer la saison parce qu'elle était déjà bien entamée, mais dans la façon de réagir, etc. Les supporters, ben, on sait, on est toujours un peu optimiste. On essaye toujours les playoffs 1, voire les playoffs 2. Et là, voir que rien n'allait, on ne s'est pas mis à la place des joueurs et des gens qui y travaillent pour se dire la situation est assez floue, on va attendre voir et l'année de transition, bah, tant pis, il va falloir y passer. Non, non, parce que le Standard reste un grand club et le Standard doit continuer à performer et à faire des résultats, peu importe ce qui peut être présent ou peu importe la situation. Et c'est ça que je dis en tant que coach ou en tant que joueur, on connaît nos responsabilités. Euh, et au final, ben, on n'a pas été bon, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on devait être. Alors certes, il y a des éléments qui n'ont pas aidé, mais au bout du compte, on sait qu'on n'a pas performé au niveau auquel on aurait aimé. Euh, et j'espère qu'il y aura vite et de façon correcte un environnement dans lequel tout le monde va pouvoir s'établir, se sentir bien et puis performer pour tout ce que le club représente et tout ce que les supporters veulent et désirent. Bah, ici, comme on dit, on va pas trop parler de nouvelle direction, etc., parce que c'est pas le but, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop non plus vers où on va, ça reste encore assez vague et il n'y a pas beaucoup de communication. On verra ce que ça donne. Mais vous, par rapport à l'année passée, quand il y a eu le fameux match contre le Standard, où le Standard perd 3-0 contre Charleroi, quel Ouais. a été votre ressenti et qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le moment même et sur les semaines qui ont un peu déroulé, qui ont un peu, ouais, qui se sont écoulées? Non, c'était horrible. C'était horrible dans le sens, bah, de un, où c'était le choc wallon Mhm. que j'avais toujours gagné auparavant. Euh, et de deux, bah, c'était l'aspect de la famille où j'ai perdu contre. Allez, de nouveau, d'un point de vue très égoïste, j'ai perdu contre mes deux frères. Ouais. Et je me souviens au moment où les supporters sont montés sur le terrain, je pense que je suis resté assis pendant facilement 15-20 minutes tout seul sur le banc, avec des supporters qui me passaient devant, qui ont essayé de me parler, et je pense que ils ont eu aucune réponse de ma part, juste parce que j'avais plus les mots. Et allez, pour moi, le pire dans ce match-là, c'est que les 10-12 premières minutes sont pas inintéressantes. Je pense qu'on se crée deux demi-occasions avec l'Estienne qui met un centre qui passe devant le but. Mhm. Donc, tu entames vraiment correctement le match avec les meilleures intentions et avec un projet de jeu qui semblait tenir la route. Et puis, à l'image de notre saison, on encaisse un but et le château de cartes s'écroule. Et puis, ben, on connaît la suite. Mais le, le, le sentiment que tu as, enfin, ou que j'ai moi après une défaite, surtout dans ce scénario-là, avec, je le dis, le choc wallon et de perdre contre les deux frères, c'est horrible. C'est vraiment une sensation que je souhaite à personne parce que tu as l'impression que quelqu'un a pris une pompe et a aspiré ton cœur, tes poumons, ton estomac, tes intestins et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de toi et que tu es vidé. Euh, et en même temps, tu as une rage énorme à l'intérieur de toi qui n'attend qu'une chose, c'est d'exploser. Donc non, très très compliqué. Très très compliqué. Et je pense que j'ai parlé à personne pendant 24-48 heures qui ont suivi le match. Ok. Et au niveau enfin, du noyau de vous, de l'entraîneur, etc., il a fallu un long moment pour avaler la chose, pas le 3-0, mais plus voir les supporters, ce qui est un peu
pas inexplicable, mais qui est un peu normalement inapproprié, qui ne doit pas arriver. Est-ce qu'il a fallu longtemps ou dès le début de semaine, vous avez vu que ça a fait un petit électrochoc et tout le monde a recommencé à enfin tout le monde a recommencé non, mais tout le monde a continué à travailler comme si, il y avait un devoir et qu'il fallait remonter la barque? Non, clairement, je pense que tu n'as pas le choix de toute façon. De par le métier qu'on fait, de par la situation dans laquelle on était, de un, tu as ce devoir de rebondir et ouais, de revenir plus fort, chose qu'on n'a pas forcément fait de la meilleure des manières, mais euh, non, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. On sentait qu'il y avait eu un truc, on sentait qu'il y avait eu quelque chose qui n'était pas normal, et c'était en grosse partie de notre faute. Donc, allez, tu remets le bleu de travail, allez, vulgairement dit, tu fermes ta bouche et tu te remets au travail, quoi. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il y avait même pas le moyen de sortir dans la presse pour s'expliquer et cetera, parce que c'était un peu comme une rupture qu'il y a eu avec les supporters à ce moment-là, je pense pour vous, vous l'avez vu. Non, c'est ça. Et on savait qu'on n'était pas dans une position où on avait le droit de parler. Je pense que enfin, ça n'aurait pas été opportun de notre part non plus. Donc, non, c'était des moments compliqués à vivre et compliqués à gérer, pour être honnête. Ouais, parce que c'est vrai que moi, quand j'avais un peu regardé la saison ici, il y a 2 3 jours, il y a eu quelques petits, soucis comme à Malines, mais c'est toujours Mbailey. Vous, c'est vraiment au moment où vous êtes arrivé contre Charleroi, ça a vraiment tout pété et vous pouvez vous dire aussi, on n'est pas responsable de tout. Parce qu'on a quand même beaucoup vu aussi Lucas Elsner, sur le banc être, dépité. Moi, je me rappelle d'une image où on le voit aussi, enfin, il bouge pas, il sait pas quoi dire, il est vide, comme vous avez dit aussi, vous étiez un peu dans le vide et vous saviez pas quoi répondre aux gens parce que il y avait pas de réponse à donner. Mais ouais, ça doit pas être un moment facile dans une carrière. Je pense que ça doit être même des pires de la carrière de quelqu'un, même des joueurs si on leur parle, ce moment-là, ça restera gravé dans leur mémoire pendant des années, je pense. Ouais, non, non, clairement. Et de nouveau, d'un point de vue allez, égoïste et individuel, j'avais toujours allez, la chance de faire des résultats partout où je suis passé. Mhm. Euh, J'avais été champion avec Saint-Tron, j'avais gagné la coupe avec le Standard, puis j'avais fait des choses intéressantes au Lirs. On avait été champion avec le Berscott. Et puis je suis arrivé au Standard et allez, je m'étais vraiment dit, voilà, c'est l'opportunité de reconstruire le projet, de repartir de zéro, entre guillemets, et de vraiment ouais, redorer cette image du Standard. Euh, mais malheureusement, il y avait ouais, un tel bordel autour du club et dans le club que ça a vraiment été très compliqué. Euh, et je pense que, allez, malheureusement, ça va encore prendre un petit temps parce que ça se résout pas Mhm. du jour au lendemain. Et, et ça part des plus petits détails aux choses les plus importantes. Euh, mais après, pour parler des gens qu'il y a au club là maintenant, je pense que Pierre Loche, c'est vraiment une très bonne personne déjà de base, mais Mhm. aussi quelqu'un de très compétent. Et il est entouré de bonnes personnes aussi, que ce soit Régie ou le nouveau directeur technique qui devrait arriver. Euh, Allez, ces gens-là, j'ai totale confiance en eux pour redresser les choses. Mais c'est clair que ça va pas se faire en un claquement de doigts, c'est clair que ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, je comprends allez, la frustration ou pas la frustration, mais l'attente des supporters du Standard. Euh, Maintenant, c'est sûr qu'il faut donner le temps au temps vu la situation dans laquelle on était. Ok, je serais de lire une question vite fait. Ouais, est-ce que j'ai une question là, la percussion des supporters qui mettait un peu une image que les joueurs étaient un peu genre footiste parce que on a vu ça beaucoup passer dans la presse et au niveau de Twitter. Est-ce que ça a affecté les joueurs qui se disaient ben nous on se donne à 100% et les gens n'arrivent pas à le voir et du coup ça mettait une certaine pas tension mais une certaine déception aussi des joueurs de se dire, ben purée, ils ne voyaient pas notre travail, nous on essaye de tout faire. Est-ce qu'il y a pu aussi donner quelques petites embrouilles quand moi j'ai été voir le Standard à Ostende, il y a Ducin qui s'était un peu énervé, à Courtrai pareil, Dono Ouais. qui a été un peu chaud. Est-ce que ça a joué ou pas, pas vraiment? Ouais, mais
tous les petits détails jouent et ont un impact sur ce qu'on essaye de faire. Maintenant, le truc, c'est que dans une situation comme ça, et je prends un exemple un peu vulgaire, mais un ballon qui frappe le poteau et que quand tout va et que quand tout fonctionne, il rentre dans le but et tu fais un 0. Ici, il frappait l'extérieur du poteau, il touchait la cheville du défenseur, Ouais. il rebondissait sur le nez d'un de nos attaquants et au lieu d'avoir un corner minimum, ben, ça sortait en coup de pied de but ou en 6 mètres. Donc, on était dans une situation où il y avait rien qui allait en notre faveur. Mais comme on le dit souvent, généralement, la chance, tu l'as créée ou tu te l'appropries. Et c'est une chose qu'on n'a pas su faire. Et donc, forcément, quand les résultats sont pas là, il n'y a pas beaucoup d'énergie pour se remobiliser, pour réessayer de repartir de l'avant. Et quand tu repars de l'avant, tu avais toujours un truc qui faisait en sorte que ça n'allait pas. Et tu as toujours un élément qui foutait un peu le désordre ou le bordel dans ce qu'on essayait de faire. Et au-dessus de ça, il y avait la réaction logique des supporters qui étaient en droit d'attendre quelque chose de notre part. C'est juste que dans la situation, et c'est pour ça que je pense qu'il y a ces images assez fortes de Lucas et des joueurs, Mhm. où tu en arrives à un point où tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible, il y a vraiment rien qui va fonctionner, et il y a vraiment rien qui va aller en notre faveur. Et ouais, il y a des moments où tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment nul ou est-ce que ça c'est vraiment moi? Et tu essaies de te relever le lendemain et de repartir de l'avant. Mais non, il y a personne qui était là avec de mauvaises intentions ou qui n'était pas concerné. Ça c'est pas vrai parce que je l'ai vécu au quotidien. Mhm. Euh, je le dis, c'est juste tout le contexte, tout l'environnement autour de l'équipe et autour du club qui n'ont pas aidé. Qui n'ont pas aidé. Ok, bah ici, je viens de voir qu'il y a Nicolas Rasca qui vient d'arriver. Bonjour. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Donc, je vais, je sais pas. Mais je vais laisser. Mais du coup, j'avais une autre question. Est-ce qu'un jour, un retour au club, du coup, est Bonjour une William, possibilité? Ah, bonjour. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va? T'es pas en stage toi? Si. Non, Ah ben ouais. on a un peu de temps libre là. Je t'écoutais justement, Will. C'est bien Nico. Bonsoir. Salut. Euh, donc, du coup, j'avais. Nicolas, vous vouliez répondre, vous vouliez comment réagir à ça ou pas vraiment, ou c'est juste pour dire bonjour? Non, non, c'était pour dire bonjour à Will. Ah, ok, ça va, pas de souci. Allez, Donc ici, j'avais. je vous laisse. Ouais, Ciao bonne Nico. soirée, au revoir. Ici, j'avais une question. Est-ce que vous avez, vous, sur le dernier passage, des regrets ou des choses qui auraient été faites différemment sur la dernière saison au Standard? Des regrets, Ou allez, pas, peut-être pas besoin des regrets, mais des choses peut-être que vous auriez fait différemment et vous vous êtes dit, bah ça, j'aurais pu faire autrement, mais bon, c'est la vie, c'est passé. ouais, sauf que le problème c'est que c'est toujours facile de dire par après, ouais, j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça. Euh, et, et, et ça n'entrait pas forcément dans le rôle qui m'était attribué. Et je suis pas quelqu'un qui est envahissant ou qui a l'ego mal placé. Je connaissais ma tâche, je connaissais mes fonctions, je savais ce que les gens attendaient de moi. Et j'ai vraiment essayé de le faire pour un mieux. Donc de dire maintenant, ouais, j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça, ou peut-être que j'aurais dû dire ci ou ça à Lucas, ou peut-être qu'on aurait dû communiquer d'une certaine façon aux joueurs, ça c'est toujours plus facile par après. Et sincèrement, je ne suis pas du genre à vivre avec des regrets. Donc pour cette question-là, déjà, c'est très difficile de répondre, mais non, je pense pas. Ok. Est-ce que avant le match contre Courtrai, où Amala nous met le but avec son lob, Ouais. est-ce que vous avez déjà douté du maintien ou c'est fort à dire parce que ça reste le Standard, mais à un moment donné, on en était à nous quasi y croire à la relégation. Est-ce que vous avez déjà douté du maintien ou en parlé avec les joueurs en disant bon les gars, si on se réveille pas, même si vous dites qu'ils étaient tous concernés, ben ça peut arriver. Euh, Douter, non, parce que j'ai jamais douté qu'on se maintiendrait en Division 1.
Mais c'est vrai qu'à force d'avoir des résultats négatifs ou qui sont pas en ta faveur, bah, allez, c'est propre à l'être humain. Tu regardes ce qui arrive derrière toi et tu regardes qui prend des points et qui gagne ses matchs ou qui laisse des points dans d'autres matchs. Et puis bah, forcément, on vit dans un monde où la presse et les réseaux sociaux sont très présents dans notre quotidien. Donc tu le lis et bah, indirectement, forcément, tu y prêtes attention. Et c'est vrai que bah, entre nous, bah, oui, parce que t'es un être humain et je le dis, on est juste des gens normaux au bout du compte. Forcément, t'en prends compte. Mais douter de ça, non. Moi, j'ai jamais douté de la qualité déjà des joueurs qui m'entouraient. Et j'ai jamais douté qu'on se maintiendrait pas, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que après le match, donc après la victoire contre Courtrai, c'était plus un sentiment de, comment je pourrais expliquer ça? Un sentiment de, on est sauvé, ouf, ou un sentiment plutôt de se dire, ah, purée, on n'a pas réussi nos objectifs, tout est fini, on a réussi à faire ce qu'il fallait faire, mais ouais, c'était plus de la déception ou plus du soulagement d'être maintenu, parce que bah, je suppose que même si vous n'avez pas douté, je pense que certains dans le vestiaire, ou sans savoir de nom, mais on peut peut-être douter de ça avec un plus petit mental, etc. Je sais pas. Non, c'était un sentiment un peu bizarre, genre de fin de saison comme ça, où tu te dis, ben voilà, on a assuré l'essentiel, c'était pas beau, c'était pas bon, euh, mais voilà, à nous de tourner la page, de repartir de quelque chose de propre et de se concentrer sur des nouveaux objectifs, parce que clairement, ben, une fois que tu es dans la situation dans laquelle on était, on veut vite tourner la page et se concentrer sur d'autres trucs. Donc c'était un sentiment ouais, je le dis, de fin de saison. Et en rapport aussi avec les conditions du match. Tu joues un dimanche après-midi, il commençait à faire beau, il commençait à faire un peu chaud. Et tu avais vraiment cette espèce d'atmosphère de fin de saison. Et on s'est dit, bah, ouais, voilà, on n'a pas été bon, on a, on a évité le pire et on va se reconcentrer ou se refocaliser sur de meilleures choses à venir. Enfin, on espérait à l'époque. Oui, parce que enfin, quand, même à la fin du match, moi j'étais à Courtrai, il y a même cette Mhm. image moi, qui me choque, c'est quand les joueurs ont fini le match, ont gagné, viennent vers les supporters, et les supporters ont une sorte de dégoût et de rejet des joueurs. Donc ça ne va pas être non plus facile en revenant au vestiaire en se disant, bah, déjà que nous, ça va pas, même quand on gagne et qu'on assure l'essentiel, ça leur va toujours pas et on est un peu rejeté de tous, quoi. Ouais, bah c'est l'image qu'on avait un peu tous de la saison. Je pense que les supporters avaient cette image-là aussi. C'est Mhm. que même quand on gagne, bah, c'était pas forcément très beau ni très bon. Euh, et je le dis, c'était absolument chaque détail qui aurait pu ne pas fonctionner n'a pas fonctionné. Et c'est juste une saison à vite oublier. On en est conscient et on veut vraiment, pour les joueurs qui sont encore là, repartir de l'avant et refaire les choses correctement. Mais ouais, saison noire, saison, je sais pas comment l'appeler, saison bidon, que tu veux vite oublier et que tu veux vite. Et tu te retrouves dans une situation où tu veux vite passer à autre chose. C'est logique et c'est propre de nouveau à l'être humain. Ouais, ben, de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est comme j'expliquais, comme moi, j'entendais aussi sur Twitter, beaucoup de gens s'indignaient, etc., des retards, un peu, enfin, des recrues potentielles qui arrivaient tard, etc. Mais c'est comme vous expliquez, il faut aussi une certaine attente et il faut pas tout vouloir trop vite. Un projet, ça se reconstruit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, donc ça peut se comprendre. Encore une fois, sans demander votre avis sur le mercato, etc. Mais ça peut se comprendre que ça prend le temps pour justement pouvoir bien recommencer et ne plus faire les erreurs du passé, comme il y a eu avec Van Heusden aussi cher, etc. Ça, c'est mon avis supporter avec des Boyevic, ça c'était un peu trop cher, etc. En se disant, ben, on va essayer d'acheter à des prix raisonnables et c'est comme ça que le club va remonter. Ouais. Maintenant, d'un avis, allez, je vais dire extérieur au club quand je suis arrivé, Mhm. il y avait vraiment un sentiment de fin de cycle. Avec les Euh, joueurs, vous parliez.
Ouais, avec les joueurs, Ok. avec tout l'ensemble, enfin tout. Et cette impression de fin de cycle, et on le sait, les cycles sont, je vais pas dire importants, mais quand même dans le football moderne. Et il faut renouveler, il faut ouais, garder une certaine nouveauté dans ce qu'on essaye d'apporter, dans ce qu'on essaye de faire. Et c'est pas un secret, il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Il y a enfin, des joueurs qui sont arrivés récemment. Et le mix n'est pas forcément idéal pour être performant. Euh, mais je pense que les gens qui sont au club en sont parfaitement conscients, que tu arrivais dans une espèce de fin de cycle où il était important de régénérer et de renouveler tout ce qu'il y avait. Et ça, c'est juste le sentiment que j'avais ou que j'ai euh, pour l'instant du standard. Mais de nouveau, je pense que les gens qui sont au club pour l'instant en sont parfaitement conscients. Ok. J'avais une autre question. Au niveau quand Lucas Elsner arrive, vous arrivez, souvent, enfin, vous de votre côté, ça a toujours bien marché, comme vous avez dit. Et Lucas Elsner aussi. Est-ce que vous pensez que vous avez bien expliqué qu'il y avait un truc au club qui n'était pas très sain, etc. Mais est-ce que comment je pourrais dire? Lucas Eisner, enfin, moi, comme j'ai toujours expliqué, je lui en voudrais jamais de pas avoir réussi parce qu'il s'est dévoué à venir. Il était avec Courtrai qui était pas mauvais. Il est arrivé au Standard dans une situation compliquée. Est-ce que vous pensez que Lucas Eisner, dans la saison, euh, comment je pourrais poser ma question, a pas douté, mais s'est dit, je me suis mis un peu dans le pétrin pour ma carrière, où il était totalement dévoué, il voulait vraiment continuer avec le Standard, même après cette saison. C'est compliqué à expliquer comme question, mais je sais pas si vous l'avez vraiment bien compris. Ouais, ouais, non, ben, je pense qu'il y a toujours un moment, surtout après une défaite ou après deux défaites d'affilée, tu te poses la question et tu te dis, et même moi, hein, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Mais à un moment, tu as fait le choix, et donc c'est c'est ce que tu voulais vraiment faire de ta carrière ou des choix que tu as fait. Euh, et sincèrement, on s'est regroupé à la fin de la saison régulière et on s'est dit, ben voilà, on est arrivé en cours de saison, on n'a pas forcément pu mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place. Mhm. On n'a pas eu les joueurs que nous on aurait aimé avoir parce qu'il n'y a, y a pas eu de mercato en tant que tel, ou il n'y a pas eu de préparation. Et la préparation dans une saison de foot, elle est assez importante. Ah, vous parlez du Euh, mercato estival, c'est ça? ouais, par exemple, Ok, mais aussi la préparation enfin, des entraînements où tu as ok, 6 ou 7 semaines pour mettre en place des choses et ton identité de jeu et ce que tu veux, ce qui est en train de se passer pour l'instant. ok. Euh, mais Lucas, allez, et je le répète, malgré le fait qu'on ait été allez, non performant au niveau des résultats, Lucas, de un, c'est quelqu'un de humainement d'exceptionnel, c'est vraiment un très très bon gars et une bonne personne. Mais au-delà de ça, c'est aussi un excellent coach. Et sincèrement, allez, vous allez me dire c'est contraire de dire ça maintenant, mais vraiment c'est un très très bon coach qui a de très bonnes idées, qui a une très bonne allez, vision ou philosophie de jeu. Euh, c'est juste que malheureusement, elle a pas pris, ça n'a pas marché. Euh, et on n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait obtenir. Mais au moment où la page se tourne de la fin de saison, on se dit, allez, go, maintenant c'est le moment où, allez, maintenant c'est notre opportunité, maintenant c'est notre moment où on peut vraiment mettre des choses en place. Et puis, bah, c'est le métier. Tu sais que quand tu n'es pas performant, bah, que tu te mets dans une situation où tu es à risque. Euh, et c'est souvent l'entraîneur qu'on remercie en premier, c'est ce qui est arrivé. Mais je le dis, il ne faut pas du tout remettre en cause l'aspect humain de Lucas ou l'aspect de l'entraîneur parce que ça n'a pas grand chose à voir avec ça. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est comme moi, je pense aussi, quand on a vu, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs depuis quelques années qui ont réussi au Standard. Il y a eu Philippe Montagnier au Standard qui n'a pas réussi, qui arrive à faire de belles choses avec
Toulouse. Toulouse, Il ouais. y a Mbaye, mais ça c'est encore compliqué parce que c'est sa première expérience en tant que TA, donc qui a retrouvé du Ouais, travail à Villeurbanne. Lucas Elsner, je crois qu'il a retrouvé du travail au Havre, si je ne dis pas de ouais, c'est ça. bêtises. Ouais. Et voilà, donc c'était sûr que c'était compliqué d'arriver dans une situation pareille. Et c'est pour ça que je dis moi toujours que j'en veux pas aux gens qui étaient au club à la fin parce qu'ils sont arrivés dans une situation où, comme vous avez même dit vous, quand vous êtes arrivé au début, vous vouliez vous installer sur de long terme et redresser le standard. Quand vous signez au début, vous attendez pas à tous les travaux qu'il y a derrière, au manque de sous énorme qu'il y a. Si on vous demandait un joueur, ben, qu'on vous dise peut-être non. C'est beaucoup plus compliqué, moi, je pense. Donc, on peut pas Non, en c'est ça. vouloir vraiment aux gens. Et comme vous dites, c'était une situation assez compliquée à gérer. Non, c'est compliqué à gérer, mais et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais au-delà de ça, tu es responsable de tes faits et gestes aussi. Donc, D'accord. allez, il y a une grosse partie de notre responsabilité qui est engendrée aussi. Donc, allez, je veux pas mettre la faute sur un tel ou sur le club ou sur les joueurs. C'est vraiment un échec collectif et ouais, une page qu'il faut tourner et qu'il faut essayer de vite oublier. Ou pas d'oublier, justement, mais d'apprendre de ce qui n'a pas été, Ouais. de recréer ou de retrouver un environnement ouais, propre, sain et dévoué à la performance footballistique. Ici, j'ai une petite question qui a été envoyée sur le hashtag. C'est une question assez compliquée, mais même je pense à répondre. Mais au niveau d'ordre financier, vous avez parlé des fois qu'il y avait des joueurs qui n'ont pas pu venir à cause de manque de budget. Est-ce que vous pensez euh, il aurait fallu beaucoup de joueurs au standard pour réussir à faire mieux cette saison? Est-ce que c'était plus des profils que vous recherchiez ou alors vraiment des joueurs de devoir et vous dites celui-là, il n'y aura pas besoin de temps vraiment d'intégration et il arrivera peut-être à nous qualifier en playoff 2 ou parce que je suppose que les objectifs étaient différents quand vous êtes arrivé qu'après le mercato. Enfin, Ouais, je ouais, sais non, pas, mais clairement. Mais de nouveau, c'est facile à dire, mais allez, tout le monde connaissait la situation financière du ouais. club. Et, et attention, le mercato n'a pas été mauvais du tout. Hein. Non, il a Enfin, été même pas réfléchi, moi ça. je trouvais moi, en décembre, je trouve qu'il avait été réfléchi le mercato. Mais C'est c'est ça, vraiment parce on des a réussi opportunités à. intéressantes. Ouais, voilà, et on a réussi à faire revenir Renault. Mhm. Moi, je connaissais Mathieu, enfin Cafaro, que j'avais eu au stade de Reims, et enfin, qui sont deux excellents joueurs. Et puis Lucas avait eu l'opportunité de travailler avec Gilles De Waal. Donc je pense que allez, les joueurs qui sont arrivés n'étaient pas ou ne sont pas inintéressants du tout. Et de nouveau, eux sont arrivés avec comme ambition d'être performants au standard sur le long terme. Euh, mais je le dis, avant que nous on arrive, avant que ces joueurs-là arrivent, pour moi, il y a cet aspect de fin de cycle et de fin de manœuvre Mhm. d'un épisode et que l'épisode, ben voilà, faut y mettre fin et faut recommencer un nouveau épisode, quoi. Et c'est comme ça dans le monde du foot, dans le monde du foot pour l'instant. Et de toute manière, au standard, on en a connu à des fins de cycle avec Mpoku, avec Edmilson, avec. Il y avait même des belles faudils des Orlando Sa qui sont pas restés très 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 longtemps, mais ça a aussi été des fins de cycle. Quand Orlando Sa revient, c'est pas non plus très très bon. Belfodil, on voit qu'il avait plus envie. Moi, je pense que revenir un jour de son plein gré, c'est pas non plus le plus intéressant. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qui est arrivé quand même assez régulièrement au standard. Enfin, je sais pas si vous pouvez vraiment en parler de ça, mais de Moi, votre point de je vue. suis mal passé pour parler de ça, mais Ouais, c'est pour ça que je dis, si vous voulez pas y répondre, il n'y a ouais. pas de souci. Non, mais enfin, franchement, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est et je vais prendre l'exemple de Manchester United sous Alex Mhm. Ferguson. Alors, je sais pas si beaucoup de gens s'en souviennent, mais Alex Ferguson avait cette capacité de faire partir des joueurs clés à des moments clés. Et je pense à David Beckham, je pense à Ruud van Nistelrooy, je pense à Cristiano Ronaldo, à Carlos Tevez, euh, à Wayne Rooney même dans un certain contexte. Et c'est tous des joueurs qui, ben voilà, qui partent et qui signifient aussi la fin d'un cycle. Mais la fin d'un cycle, ça permet de régénérer quelque chose derrière et ça permet de reconstruire derrière aussi.
Et je pense que c'est ce qui n'est pas toujours arrivé ces dernières années au Standard. Et je mets la faute sur personne parce que personne n'en est responsable. C'est juste le cas de figure qui est arrivé au Standard. Et donc voilà, la situation était telle qu'elle était. Euh, et sincèrement, je me répète, je n'ai aucun doute sur les qualités des gens qui sont en place, en particulier Pierre et Régis, par exemple. Une dernière petite question par rapport au standard, puis j'aurais deux petites questions sur le plan personnel, et puis je vous laisserai parce que j'avais parlé de 45 minutes. Ouais. Euh, euh, Au niveau des jeunes, on voit qu'il y a certains jeunes qui sont en train d'éclore pendant les matchs amicaux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de peut-être de visionner un petit peu l'un ou l'autre match, mais il y Ouais. a le petit Verkerkoven. Ouais. Il y a un autre aussi, mais j'ai plus son nom, c'est un ailier. Ouais. Ces jeunes-là, est-ce que l'année passée, quand vous étiez au club et que bah, du coup, après comment je pourrais dire ça, après l'acquisition du maintien, vous avez essayé de faire jouer des jeunes comme Nubi, etc. à Saint-Tron, j'ai vu, et beaucoup de jeunes sont rentrés. Est-ce que c'était ça aussi le but de se dire, ben, on va les mettre aussi en valeur pour leur montrer qu'ils ont une place importante peut-être dans les années futures, parce que c'est des joueurs avec du bon potentiel. Ben, Kerkoven, je sais bien que c'était le capitaine des U21, donc c'était important de le laisser là pour la montée en DAB, je suppose. Ouais. Mais est-ce que les joueurs que vous avez fait monter, c'était aussi une façon de leur dire, les gars, lâchez pas, il y aura une place peut-être pour vous dans le futur? Non, clairement. Et je pense que ça a toujours été propre au Standard, ça aussi. Quand tu repenses au Fellaini, au Witzel, alors cette génération est forcément un peu idolâtrée de par les résultats qu'ils ont faits. Mais c'est propre à ce que le Standard est et à ce que le Standard fait. Et c'est faire monter ces jeunes et c'est avoir une excellente académie de jeunes, de nouveau qui est très très bien gérée par Régie. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces jeunes sont très très jeunes. Et Ok. on parle de garçons qui sont nés en 2005, 2004 ou 2003. C'est vrai que Et c'est jeune. si on met un peu en contexte, ça fait des enfants, enfin je dis des enfants, mais parce que c'est des enfants. C'est des gamins de 16, 17, 18 ans qui arrivent, d'un, qui sont toujours à l'école, et de deux, qui arrivent dans un environnement pro et qui ne sont pas forcément tout à fait prêts. Et lâcher un jeune comme ça au milieu d'une situation qui est déjà compliquée, c'est pas lui rendre service. Et quand on parle justement des Witzel, des Fellaini, des Régis Goreux à l'époque, il faut aussi regarder le contexte dans lequel ils sont arrivés. Il y avait Ils avaient des joueurs en face, ils avaient des joueurs d'expérience aussi autour d'eux, donc. qui les ont aidés, qui les ont Ouais. facilités. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas ça au Standard actuellement, mais c'est un tout autre contexte où les résultats sont moins bons. Et ces jeunes, il faut prendre le temps de les aider à s'intégrer, de les aider à découvrir ce que c'est le monde professionnel. Mais je n'ai aucun doute sur la réussite de qui que ce soit d'entre eux, parce que ça reste des très bons jeunes, et la preuve en est, c'est qu'ils sont qualifiés en D1B. C'est juste qu'il faut vraiment prendre en compte cet aspect de l'âge, parce qu'ils sont, oui, jeunes, mais très jeunes. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi souvent au Standard, mais le problème, c'est que les joueurs que nous, on idolâtre aussi, sont encore assez jeunes quand on voit des Arnaud Bodard, des Non, Nicolas c'est ça. Raskia qui sont passés. Il y a même Kalou qui joue et qui est très très jeune. De Waal qui est arrivé, qui a que 25 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de. Si Laïfé, Chimiroth, c'est des joueurs, des cadres qui peuvent être des leaders naturels. Mais c'est Ouais. vrai que c'est plus compliqué de rentrer dans une équipe avec des joueurs plus, peut-être en retrait, plus jeunes. Nicolas Raskia, on dit, il a que 22 ans, mais on a l'impression qu'il en a 26, 27, comme il aime le club et avec sa mentalité. Ouais. Mais c'est pas le cas, donc voilà, il ne s'est pas porté tout sur son dos. Il l'avait fait pendant une saison. Ben, l'année passée, ça a été un peu plus compliqué vu les résultats. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Et j'ai juste deux petites dernières questions par rapport à vous, et puis je vous laisserai y aller. Est-ce Ouais. que un duo avec votre frère Edouard, est-ce que c'est un rêve, un objectif? Est-ce que c'est envisageable un jour ou c'est pas vraiment quelque chose qui vous passe par la tête, ça doit arriver, ça arrivera? Euh, c'est- Sincèrement, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Maintenant, faut jamais dire jamais, c'est sûr, et surtout pas dans le monde du foot. Mais on a deux personnalités très très différentes.
euh, et deux identités ou des idées de jeu qui sont, je ne veux pas dire opposées, mais qui sont assez différentes aussi. Mhm. Mais si on parle d'un duo, alors faudrait que ce soit un trio parce qu'il Ouais. faut que le troisième frère y soit aussi. Mais je le dis, faut jamais dire jamais. Si l'opportunité se présente, ben on y réfléchira sérieusement parce que ben on reste des frères et on reste connecté par ce lien de la famille. Mais je le dis, moi j'ai des objectifs personnels, j'ai une carrière à faire moi. Alors si ça passe par un trio avec mes deux frères, ben, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, ça sera pas enfin, un regret pour ma part, pas du tout. C'est très bien de voir ce qu'ils font à Charleroi. C'est très bien enfin, sauf que c'est Charleroi. Mais c'est très bien de les voir évoluer, de les voir grandir et surtout de les voir avoir ces opportunités-là dans un monde du foot qui est très très fermé et très très difficile. Mais ouais, je dis jamais dire jamais. Et du coup, là, oui, c'est ça, parce que Charleroi, je vais pas vous mentir, on a peut-être pas envie de vous voir partir là au bout non plus. Est-ce que, dernière petite question, est-ce que dans les projets actuels, donc vous êtes revenu en tant que T2 au Stade de Reims, c'est ça? Ouais, ouais. Et est-ce que vous avez pas projets futurs, vu que vous venez de revenir, mais des rêves avant la fin de carrière où vous dites, j'ai envie d'arriver à cet endroit-là, pas dans quel club, mais à ce niveau-là, etc. Vous vous dites, la vie est faite d'opportunités, on verra où ça mène. Non, c'est ça. Je pense que, allez, pour ma part, oui, j'ai des ambitions à court, moyen et long terme. Court terme, ben, c'est forcément réussir ici au Stade de Reims et faire des résultats intéressants avec le club ici. Euh, allez, je suis très reconnaissant de l'opportunité que j'ai eue de revenir ici, vraiment. Donc de un, ouais, c'est faire des résultats ici, c'est créer un environnement où on va pouvoir voir des joueurs développer enfin, se développer et être performants. Euh, Sur le moyen terme, ben, c'est passer ce cap, j'en ai parlé au début, c'est passer ce cap de devenir numéro un. Et c'est une envie de ma part, mais je vais pas me jeter dans la gueule du loup ou sauter sur la première occasion venue. Non, Mhm. je vais trouver le bon club, je vais trouver le bon endroit, je vais trouver le bon moment dans ma carrière. Euh, et je vais faire les choses dans l'ordre sans me prendre pour un autre, sans être prétentieux, sans, ouais, sans mettre mon ego là où il n'a pas lieu d'être. Euh, et puis ouais, je le dis, c'est réussir en tant qu'entraîneur. Et si par chance cette route remène au standard, parce que vous l'avez dit en début d'émission, la porte ne s'est pas refermée parce on l'a pas fermée, bah pourquoi pas. Euh, mais je le dis, le monde du foot est tellement particulier et spécial que c'est impossible de dire jamais ou oui pour sûr. On verra bien, je le dis, j'ai envie de faire les choses dans l'ordre, j'ai envie de faire pour un mieux et de faire pour allez, un bien pour tout le monde. Mhm. Euh, et avec un peu de chance et en croisant les doigts et en travaillant beaucoup, ben, j'espère que ça portera ses fruits. Et vous avez un club de rêve où vous dites pas c'est l'objectif, mais si j'y arrive, ça peut être pas mal. Peut-être en Angleterre. Ouais, ben, étant anglais et étant un peu né dans cette culture-là, West Ham, ça reste le club Ok. de la famille. Enfin, que ce soit mon père, mes deux frères, mon grand-père, on a tous été un peu bercés par ça. Donc West Ham en Angleterre, même si c'est pas le plus grand club, euh, il y a des valeurs qui sont intéressantes dans ce club-là. Ouais, c'est un club qui bouge, c'est un club chaleureux. Ouais, c'est ça. Avec une grosse base de supporters aussi. Mhm. Euh, donc ouais, et je le dis, si tu arrives à toucher à la Première Ligue et au football anglais, ben, tu es sur la bonne route et tu es sur le bon chemin. Et donc forcément, c'est le rêve de tout un chacun, je pense. Ok, bah écoutez, je vais vous libérer parce que je vous ai gardé un petit peu plus longtemps, désolé. Ouais, pas de souci. J'espère que vous allez passer une très très bonne saison avec Grèce. C'est gentil. J'espère que l'attaquant de 19 ans est équité là. J'ai vu comment Ouais, il s'appelle. Hugo. Ouais, Très ouais. très bon. J'ai vu quelques fois jouer, c'est un très très bon joueur. Et puis il y a quelques Belges aussi, il y a Woutfas et Buzy, non? C'est ça Ouais, il y a si je me Wout trompe pas. Faes, Maxime Buzy, Thomas Fouquet Thomas Fouquet, ouais, donc ouais. Bon, on et espère Thibaut que Desmet aussi qui sont là.
en espérant qu'ils évoluent et qu'on voie face et Fouquet pour la Coupe du Monde. Voilà. Espérons-le. C'est gentil en tout Merci, cas. merci Merci. à vous. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.